La salle d'audience bourdonnait de l'habituelle anticipation, des avocats feuilletant des papiers, des spectateurs chuchotant à voix basse et le son lointain d'un marteau frappant dans une autre salle. La juge Eleanor était assise à son banc, le regard ferme et professionnel. C'était un jour comme un autre, une affaire comme une autre, du moins le pensait-elle. L'huissier appela l'affaire, l'État de Louisiane contre James Anderson. Eleanor se déplaça légèrement sur son siège, les mains posées sur le bois poli du banc. Elle regarda les accusations devant elle, agression, vol, résistance à l'arrestation. Une sensation familière de déception s'installa dans sa poitrine, une autre âme perdue prise dans le système, pensa-t-elle. Mais lorsque l'accusé fut amené, son monde bascula. L'homme qui se tenait devant elle, menotté aux poignets et aux chevilles, n'était pas un inconnu. C'était James Anderson, son James. Sa gorge se serra alors qu'une vague de souvenirs l'envahissait. Les après-midi d'été passés à faire la course à vélo dans les rues poussiéreuses de Hammond, en Louisiane, les conversations nocturnes sous le magnolia dans son jardin, les promesses qu'il s'était faites enfant de toujours se soutenir, quoi qu'il arrive. Mais l'homme qui se tenait devant elle n'était pas le garçon dont elle se souvenait. Ses épaules étaient voûtées, son visage marqué par des années de difficultés, mais ses yeux profonds et expressifs, étaient inoubliables. La prise d'Eleanor sur le marteau faiblit pour la première fois de sa carrière. Elle hésita, la salle semblait se rétrécir, les murs se resserrant tandis qu'elle essayait de comprendre l'impossible. James leva les yeux, son expression était un mélange de choc et de résignation. Une lueur de reconnaissance brilla dans ses yeux, mais il détourna rapidement le regard, inclinant légèrement la tête. La salle d'audience attendait. Eleanor se força à parler. « Monsieur Anderson, vous êtes accusé d'agression et de vol. Comment plaidez-vous » La voix de James était rauque, presque méconnaissable. « Non coupable, votre honneur, dit-il. » Son cœur battait la chamade. Elle voulait tout arrêter, exiger des réponses. Que lui était-il arrivé? Comment leur chemin avait-il pu diverger à ce point? Mais son rôle de juge exigeait de la retenue. « Procédez, dit-elle, la voix plus ferme qu'elle ne le sentait, tandis que le procureur commençait ses déclarations liminaires. L'esprit d'Eleanor s'emballait. Ce n'était pas une affaire comme les autres, c'était James. Et d'une manière ou d'une autre, elle devait trouver comment séparer son passé de son présent avant qu'il ne soit trop tard. La salle d'audience se brouilla alors que l'esprit d'Eleanor revenait à une époque antérieure à sa robe noire et au marteau dans sa main. Elle et James avaient grandi de part et d'autre de Hammond, en Louisiane, séparés non par la distance mais par les règles tacites de leur ville ségrégée. La maison de sa famille était une modeste maison d'un étage avec une clôture blanche, tandis que la famille de James vivait dans une maison délabrée au bout d'un chemin de terre, entourée de champs. Leur amitié avait été une anomalie. Elle se souvenait comment ils s'étaient rencontrés, une rencontre fortuite au bord d'un ruisseau où elle s'était aventurée trop loin de son propre jardin. James pêchait, sa ligne emmêlée dans les roseaux. Elle avait proposé de l'aider, et ce simple geste s'était transformé en années d'aventures secrètes et de rêves partagés. Eleanor, lui avait-il dit un jour, allongé dans l'herbe à côté d'elle sous les étoiles, « Tu as déjà pensé à quitter cet endroit? À vraiment partir, aller quelque part où les gens ne nous regarderaient pas bizarrement juste parce qu'on est assis ensemble ?» Elle avait ri alors, balayant l'idée, mais James ne plaisantait pas. Même enfant, il voyait le monde tel qu'il était, un endroit qui ne faisait pas toujours de place pour les gens comme lui. Leur lien s'était renforcé malgré les chuchotements, les regards en coin et la désapprobation flagrante des deux côtés. Mais la pression était toujours là, comme un poids qu'aucun des deux ne pouvait enlever. Et puis un jour, tout s'était arrêté. C'était l'été avant le lycée quand le père d'Eleanor les avait surpris assis ensemble sur le porche. Sa voix avait été froide, tranchante d'autorité. « Eleanor, rentre à la maison maintenant », avait-il dit. Elle avait hésité, regardant James, qui était immobile. « Vas-y », dit-il doucement, d'un ton résigné. « On se voit plus tard. » Mais ils ne s'étaient plus revus, pas vraiment. Son père lui avait interdit de s'approcher de James, et peu après, la famille de James avait déménagé. Eleanor s'était plongée dans ses études, ses ambitions l'emmenant bien au-delà de la ville de Hammond. Elle était allée à l'école de droit,
poursuivant des rêves de justice et d'équité, mais elle n'avait jamais oublié le garçon qui lui avait appris ce qu'était le courage. Maintenant, assise au banc, elle se demandait ce qu'était devenu James après qu'elle soit entrée dans cette maison et ait fermé la porte à leur amitié. Son casier judiciaire montrait une série d'arrestations pour des délits mineurs, vol à l'étalage, vagabondage, rien qui indiquait une nature violente. Mais encore une fois, combien de la vie de quelqu'un peut-on voir dans quelques lignes d'un casier judiciaire ? Le procureur décrivait le crime présumé. James était accusé d'avoir agressé un employé lors d'un vol dans une épicerie à Bâton Rouge. L'employé avait subi des blessures mineures, et la caisse enregistreuse avait été vidée. James avait été arrêté à quelques pâtés de maison, l'argent supposément encore en sa possession. Eleanor étudiait James tandis que le procureur parlait. Sa posture était voûtée, ses mains jointes devant lui, mais son expression était indéchiffrable. L'avait-il vraiment fait, ou y avait-il plus dans l'histoire que ce que l'accusation prétendait ? La salle d'audience se leva pour une pause déjeuner, donnant à Eleanor un moment pour rassembler ses pensées. Alors qu'elle retournait à son bureau, son assistante Margaret s'approcha avec une expression hésitante. « Juge, ça va ? Vous sembliez un peu distraite, demanda Margaret. Eleanor hésita. Devait-elle se confier à Margaret ? Serait-il peu professionnel d'admettre qu'elle connaissait l'accusé ? Au lieu de cela, elle secoua la tête. « Je vais bien, j'ai juste beaucoup de choses en tête, dit-elle. » Mais elle n'allait pas bien. Comment pourrait-elle l'être alors que le passé qu'elle avait enfoui si profondément était assis à quelques mètres, attendant son jugement ? La salle d'audience était bondée lorsque le procès reprit. Des journalistes griffonnaient des notes, le greffier triait des papiers, et le procureur, un homme au visage anguleux nommé Richard Powell, était prêt à présenter son dossier. « Mesdames et messieurs du jury, commença-t-il, la voix ferme, cette affaire concerne la violence. Il s'agit d'un homme qui est entré dans une épicerie, sans provocation, a attaqué un employé innocent avant de voler le contenu de la caisse enregistreuse. Les preuves montreront que James Anderson est coupable de ce crime. » Eleanor sentit un nœud se former dans son estomac. Le ton du procureur était clinique, détaché, comme si James n'était qu'un nom sur un dossier. Elle regarda James, dont le regard restait fixé sur la table devant lui. L'avocate de la défense, Lisa Porter, se leva pour présenter son exposé préliminaire. Elle était jeune mais confiante, avec une voix qui portait à travers la salle. « L'accusation voudrait vous faire croire que cette affaire est simple, mais ce n'est pas le cas. Mon client, James Anderson, a clamé son innocence dès le début. Nous démontrerons qu'il y a plus dans cette histoire et que les suppositions faites la nuit de l'arrestation ne tiennent pas face à un examen approfondi. » Le premier témoin fut appelé à la barre, un employé qui travaillait la nuit de l'incident. Il décrivit avoir vu un homme correspondant à la description de James entrer dans le magasin, se disputer avec le caissier, puis se jeter par-dessus le comptoir. Son témoignage était détaillé, mais quelque chose semblait répété. Le contre-interrogatoire de Lisa fut chirurgical. « Monsieur Chambers, vous avez déclaré que l'homme qui a attaqué l'employé portait un sweat à capuche rouge. Est-ce correct ? » « Oui, » répondit le témoin. « Avez-vous vu son visage clairement ? » ?»« Pas vraiment, il faisait sombre et il avait la capuche relevée. » Lisa hocha la tête, faisant les 100 pas. « Donc, vous dites que vous n'avez pas pu identifier de manière définitive l'individu qui a commis l'agression ? » « Eh bien, non, mais pas d'autres questions, » dit Lisa, le coupant. Eleanor remarqua que James se déplaça légèrement sur son siège, ses épaules se redressant comme si l'échange lui avait donné un petit espoir. La pièce à conviction suivante fut une vidéo de surveillance du magasin. Les images étaient granuleuses et mal éclairées, montrant une silhouette en sweat à capuche rouge entrant dans le magasin. L'accusation soutenait que la personne sur la vidéo était James, mais la qualité rendait difficile de distinguer des traits identifiables. Alors que la vidéo était diffusée, Eleanor l'étudia attentivement. Pourrait-ce vraiment être James ? La silhouette se déplaçait rapidement, attrapant le comptoir avant de disparaître de l'écran. La vidéo se terminait abruptement, laissant un trou déconcertant dans le récit. La défense de James reposait sur un alibi. Il affirmait qu'il marchait chez lui depuis la maison d'un ami au moment du vol. L'ami, cependant, refusait de témoigner, citant la peur de représailles de la communauté.
Lisa soutenait que l'absence d'un témoin volontaire n'annulait pas l'innocence de James, mais les expressions du jury suggéraient du scepticisme. Alors que le procès avançait, Eleanor sentait le poids de sa position peser sur elle. Elle devait être impartiale, un pilier de justice, mais comment pouvait-elle l'être alors que chaque moment lui rappelait son enfance ? Le garçon qui avait été autrefois son meilleur ami était maintenant un homme luttant pour sa liberté, et c'était à elle de décider de son sort. Lorsque la salle d'audience se leva à la fin de la journée, Eleanor resta au banc, ses doigts traçant les contours du marteau. Elle voulait parler à James, lui demander directement ce qui s'était passé, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. Tout contact en dehors de la salle d'audience mettrait en péril l'affaire et sa carrière. Alors qu'elle regardait James être escorté hors de la salle avec des menottes, la détermination d'Eleanor faiblit. Elle avait toujours cru au système judiciaire, en sa capacité à révéler la vérité, mais pour la première fois, elle se demandait si la vérité était quelque chose qu'il pouvait vraiment atteindre. La salle d'audience bourdonnait de murmures silencieux alors que le procès atteignait un moment crucial. C'était au tour de la défense de présenter son dossier, et Lisa Porter appela son premier témoin clé, l'agent Daniel Harris, l'officier qui avait procédé à l'arrestation. Eleanor se pencha légèrement en avant, ses yeux se plissant, c'était ici que les failles, s'il y en avait, commenceraient à apparaître. L'agent Harris, un homme corpulent à l'air bourru, prit place à la barre. Lisa s'approcha de lui avec un calme délibéré. « L'agent Harris, c'est vous qui avez arrêté mon client, exact ? » »« C'est exact, » répondit-il d'un ton sec. « Vous avez déclaré dans votre rapport que M. Anderson marchait à 2 pâtés de maison de la scène du vol lorsque vous l'avez arrêté. Est-ce correct ? » ?»« Oui. » »« Et qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il était le suspect ? » Harris se déplaça sur son siège. Il correspondait à la description, un homme noir, la quarantaine, portant des vêtements sombres. Lisa haussa légèrement les sourcils. Des vêtements sombres ? Mais le suspect sur la vidéo a été décrit portant un sweat à capuche rouge. Avez-vous trouvé un sweat à capuche rouge en possession de M. Anderson lorsque vous l'avez fouillé ? Harris hésita. Non, mais il aurait pu s'en débarrasser. Lisa fit un pas de plus. Il aurait pu ? Avez-vous, vous ou un autre officier, effectué une fouille de la zone environnante pour localiser ce sweat à capuche supposé ? La mâchoire de Harris se serra. Non, nous n'avions pas le temps. Il a été arrêté rapidement. Lisa insista. Donc, pour clarifier, vous avez arrêté mon client sur la base d'une description vague, sans preuve physique le liant à la scène ? Le silence de l'officier en disait long. Le cœur d'Eleanor battait la chamade. Ce n'était plus seulement un procès, c'était un règlement de compte, non seulement pour James, mais pour un système qui semblait trop impatient de le condamner. Le mouvement suivant de la défense fut inattendu. Lisa présenta un témoin expert, un analyste médico-légal qui avait examiné les images de surveillance. L'analyste expliqua que, sur la base de la taille et de la corpulence de l'individu sur la vidéo, il n'y avait aucun moyen définitif de confirmer qu'il s'agissait de James. De plus, l'horodatage de la vidéo avait été modifié, soulevant des questions sur sa fiabilité. Le procureur tenta de rejeter le témoignage comme une conjecture, mais le jury semblait mal à l'aise. Une ombre de doute planait dans la salle, et Eleanor pouvait en sentir le poids. James eut l'opportunité de témoigner en sa propre défense. Lisa l'avait averti des risques, mais James insista. Il se leva, les chaînes cliquetant doucement alors qu'il s'approchait de la barre. Sa voix, bien que douce, portait une sincérité brute. « J'ai fait des erreurs dans ma vie », commença-t-il, s'adressant directement au jury. « J'ai pris de mauvais chemins, fait confiance aux mauvaises personnes, mais je n'ai pas fait ça. Cette nuit-là, je rentrais chez moi, je m'occupais de mes affaires, quand la police m'a arrêté. Ils n'ont pas posé de questions, ils ont juste décidé que je correspondais au profil. » Sa voix se brisa légèrement alors qu'il continuait. « J'ai lutté toute ma vie, lutté pour être vu comme plus que ce que les gens supposent de moi. Mais ça, je suis fatigué. Je veux juste que la vérité compte. » La gorge d'Eleanor se serra alors que James se rasseyait. Ces mots restaient en suspens dans l'air, une supplique non seulement pour la justice, mais pour l'humanité. Elle regarda le jury, leur visage un mélange d'émotions, doute, empathie, incertitude.
C'était le moment. La vérité n'était plus confinée aux preuves ou aux témoignages, c'était une bataille de conscience, une lutte contre le poids du préjugé et de la supposition. Eleanor savait que son rôle n'était pas seulement de faire respecter la loi, c'était de l'interpréter de manière à servir la véritable justice. Le dernier jour du procès se leva lourd de anticipation. Les plaidoiries finales furent présentées avec précision. Le procureur s'appuya sur les preuves circonstancielles, exhortant le jury à faire confiance au processus du système. Lisa, cependant, supplia le jury de voir au-delà des apparences, de considérer les failles dans l'affaire et l'humanité de l'homme jugé. Eleanor écouta attentivement, son visage impassible, mais son esprit s'emballait. Son rôle était clair, elle ne pouvait pas influencer le jury, mais elle aurait le dernier mot si leur verdict laissait place à l'interprétation. La charge d'assurer la justice pesait lourdement sur elle. Le jury délibéra pendant des heures. La salle d'audience se vidait et se remplissait tandis que les gens s'étiraient les jambes ou chuchotaient entre eux. James restait assis en silence, ses mains jointes fermement devant lui. Il n'avait pas regardé Eleanor depuis le premier jour du procès, et elle ne pouvait pas lui en vouloir. Que pourrait-elle dire pour améliorer quoi que ce soit? Enfin, l'huissier annonça que le jury avait rendu son verdict. La salle devint silencieuse alors que le porte-parole, un papier tremblant dans les mains, se leva. Dans l'affaire de l'État de Louisiane contre James Anderson, nous déclarons l'accusé. La pause était insoutenable. Non coupable. La salle éclata en un mélange de soupirs, murmures et même quelques acclamations. Eleanor frappa son marteau, rétablissant l'ordre. James Anderson, vous êtes libre. L'audience est levée. Alors que la salle d'audience se vidait, Eleanor resta en arrière, regardant James signer ses papiers de libération. Pendant un moment, elle pensa qu'il pourrait partir sans un mot, mais ensuite il se retourna et s'approcha d'elle. La salle était presque vide maintenant, juste quelques employés rangeant et Margaret rassemblant des dossiers. James s'arrêta à quelques pas du banc, son expression prudente. « Tu ne me dois rien, dit-il doucement, mais j'aimerais savoir pourquoi. » « Pourquoi n'as-tu rien dit? Tu me connaissais. » Eleanor sentit sa gorge se serrer, les mots se coinçant. « Parce que je ne pouvais pas. Je devais être juste. Si j'avais dit quelque chose, j'aurais pu mettre en péril l'affaire. » James l'étudia, son visage un mélange de douleur et de compréhension. « Juste, répéta-t-il. C'est ça, Eleanor. Le monde n'a jamais été juste, pas pour les gens comme moi. » Elle hocha lentement la tête, son regard tombant sur le bois poli du banc. « Tu as raison. J'aurais aimé en faire plus à l'époque. J'aurais aimé pouvoir en faire plus maintenant. » James soupira, la tension dans sa posture se relâchant légèrement. Nous étions des enfants. Nous ne savions pas mieux. Mais tu le sais maintenant, n'est-ce pas? Je le sais, dit Eleanor, la voix ferme. Et je suis désolée. James fit un léger signe de tête, puis se retourna et s'éloigna, le dos droit alors qu'il disparaissait par les portes du palais de justice. Eleanor resta assise seule dans la salle d'audience vide, le poids de ses mots pesant sur elle. Elle avait fait respecter la loi, mais le procès avait révélé une vérité plus profonde. La justice ne concernait pas seulement les verdicts et les preuves, il s'agissait des vies façonnées par des systèmes bien plus grands que n'importe quel individu. Pour Eleanor, c'était un appel à l'action, un rappel que sa position n'était pas seulement un siège de pouvoir, mais une plateforme pour le changement. Alors qu'elle quittait le tribunal ce soir-là, les ombres allongées du coucher du soleil traversant les marches du palais de justice, Eleanor fit un vœu silencieux. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que l'avenir contienne plus que des promesses creuses d'équité. Ce serait difficile, peut-être même impossible, mais elle le devait à James et à elle-même d'essayer.